Bonsoir à tous et bienvenue sur LCP pour suivre les débats sur la fin de vie dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés sont en ce moment en train d'examiner l'article 4 qui porte sur les directives anticipées. Toute la journée, les débats ont plutôt porté sur l'article 2 et les maisons d'accompagnement, ou plutôt leur création. On va en débattre ce soir avec nos invités. Je vous les présente. Didier Martin, bonsoir, bienvenue. Vous êtes député Renaissance de Côte-d'Or et un des rapporteurs sur ce projet de loi fin de vie et accompagnement des malades. Face à vous, Thibault Bazin, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de Meurthe-et-Moselle et c'est vous, entre autres, qui prenez la parole pour Les Républicains sur ce texte. Et avec nous, Claude Grange, merci d'être là, bonsoir. Vous êtes médecin, formateur en soins palliatifs et auteur du livre Le Dernier Souffle, que l'on voit à l'écran chez Gallimard. Alors je vous propose, avant de commencer ce débat, de retrouver Elsa Mondingava qui est avec nous ce soir, salle des 4 colonnes. Elsa, éclairez-nous un peu sur ce fameux article 2 et la création des maisons d'accompagnement. Eh bien, écoutez, Brigitte, déjà vous dire qu'il a été adopté assez largement ici dans l'Assemblée. Ces maisons d'accompagnement, ce sont des structures intermédiaires entre le domicile et l'hôpital avec une prise en charge globale, sanitaire, psychologique, sociale, médico-sociale et évidemment un focus sur la prise en charge de la douleur. Attention, on parle de maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Les députés ont tenu à ce que ce terme soins palliatifs reste présent et ces structures, elles seront à but non lucratif. C'était un amendement adopté en commission. Le rapporteur Didier Martin sur votre plateau, Brigitte, n'a pas réussi à inverser cette tendance. Alors la majorité et la gauche ont voté pour la création de ces maisons d'accompagnement. Le Rassemblement national et les Républicains contre. Alors pour des questions d'organisation, mais aussi pour des questions éthiques, puisque dans ces maisons d'accompagnement, on pourra bénéficier d'une aide à mourir. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, l'a précisé, pas plus qu'à l'hôpital, pas plus qu'au domicile, pas plus que dans les EHPAD, mais évidemment, ce sera une possibilité pour les parents qui le souhaitent. Voilà pourquoi le Rassemblement national et la droite ont voté contre, car globalement, ils sont contre cette aide à mourir. Merci Elsa. Alors ces maisons d'accompagnement n'existent pas réellement aujourd'hui, mais pour savoir de quoi on parle, je vous propose de découvrir une maison pour des patients aux maladies incurables. Il s'agit d'une des rares expérimentations en France qui se trouve à Gardanne, près de Marseille. L'objectif du gouvernement serait d'en créer une centaine d'ici 10 ans. Reportage Dario Borgogno. Qu'est-ce que tu penses, toi, C'est excellent. Ça a été excellent. Toi aussi, t'es excellente. Une maison pour ceux dont le temps est compté. Le concept, les accueillir et les faire cohabiter avec le personnel soignant jusqu'à la fin. On essaye vraiment d'être dans quelque chose qui ne ressemble pas à l'hôpital, justement, parce que c'est ça que je pense qui est difficile pour les patients et c'est ça qui leur apporte beaucoup, c'est qu'on a l'impression d'être un peu comme à la maison, quoi. C'est un peu en entre-deux entre l'hôpital et la maison, parce qu'on est quand même médicalisé sur plein de... Enfin, on reste quand même un établissement de santé où on fait beaucoup de choses médicalisées, mais on essaye de le cacher au maximum. Parmi ces 500 résidents, Soisic Carbonel y est présente depuis 15 ans. Si j'avais pas eu la maison, je ne serais pas en ce moment en train de peindre et de passer un bon moment. Ça m'a fait grandir dans ma tête et assurer ma maladie aussi. Ça m'a donné la pêche. J'ai l'impression, avec les activités qu'on fait, que j'ai 10 ans de moins. Créée il y a 30 ans pour les malades du sida, la maison de Gardanne s'est ouverte au fur et à mesure aux personnes atteintes de maladies incurables. Il y a des gens qui peuvent venir ici pour un temps de repos parce qu'à domicile c'est devenu compliqué, les équipes s'épuisent, les familles, l'entourage s'épuise. Donc les personnes peuvent venir passer 3 semaines ici pour faire un break, on va dire, et ça permet aussi de réfléchir à l'évolution de la maladie et de préparer la suite avec eux. Sur les 500 personnes que nous accueillons par année, à peu près, on a 350 décès en moyenne par an. De telles structures en France sont rares. Une seule demande sur 3 pour cette maison est acceptée en moyenne chaque année. Didier Martin, c'est quoi dans votre esprit une maison d'accompagnement? Qu'est-ce qu'on y fait? À qui ça s'adresse? Et est-ce que c'est des maisons de la mort, comme on a pu l'entendre dans les débats cet après-midi dans l'hémicycle? C'est outrancier de parler de maison de la mort. C'est une provocation. Moi, j'ai entendu dans ces témoignages la patiente qui dit « je me sens comme à la maison ». C'est le bien-être, c'est le confort, c'est aussi l'accueil des proches et de l'entourage pour du répit, pour faire une pause et faire une sorte de bulle autour de ce patient qui est en fin de vie, qui est atteint d'une maladie grave, incurable,
soulager sa douleur. Donc il y a des soins palliatifs dans ces maisons d'accompagnement ? Soulager la douleur, absolument, et veiller à ce que tous les besoins, toutes les attentes du patient soient le plus possible satisfaites. Thibault Bazin, vous avez voté contre ces maisons de soins palliatifs et d'accompagnement. Pour quelles raisons ? Parce que ces maisons d'accompagnement, elles étaient voulues au départ pour répondre à un besoin intermédiaire entre l'hôpital et le domicile. Et c'est vrai qu'il y a un véritable besoin dans les parcours de personnes qui ne peuvent pas rentrer à domicile. Et on voit bien dans l'extension de la culture palliative, on pourrait rêver de ce que vous avez montré, qui est d'ailleurs une unité de soins palliatifs, qui n'est pas une maison d'accompagnement. Oui, c'est-à-dire que ça peut être médicalisé. Oui. Mais parce que dans les unités de soins palliatifs, quand on est vraiment dans la définition des unités de soins palliatifs, on a une approche globale qui contient, quand il y a besoin de soins curatifs, mais pas seulement. Et ça montre aussi qu'en fin de vie, il y a toujours de la vie. Et moi, j'ai trouvé vraiment touchant cela, sauf que cette culture-là, elle n'est pas la même logique, la même approche que celle qui est portée par le titre 2, et notamment de la mort. Alors le titre 2, c'est l'aide à mourir. Là, on est dans le titre 1 qui porte sur les soins palliatifs. Claude Grand, je voudrais vous entendre, parce que vous avez été à la tête d'une unité de soins palliatifs à Houdan. Est-ce que ça vous semble pertinent, utile, nécessaire, ces maisons d'accompagnement ? Oui, ça peut être une alternative, mais là, je ne suis pas sûr que Jean-Marc Lapiana, mon confrère, va être très content qu'on parle de maison d'accompagnement en parlant de Gardanne, parce que c'est une vraie unité de soins palliatifs, mais qui est un lieu de vie où on accompagne, et tout à fait. Oui. Et c'est ça les unités. C'est ça la maison d'accompagnement alors ? Non, parce que là, ils ont une dotation en médecins, en personnel, qui ne sera pas la dotation pour une maison d'accompagnement, parce qu'avec 0,2 équivalent temps plein, on ne fait pas ce que fait Jean-Marc Lapiana, où il y a suffisamment de médecins pour prendre en charge les situations les plus complexes. Donc ce sera quoi, l'hôpital dégradé pour vous ? Non, ça sera une alternative entre le domicile et les structures hospitalières, parce qu'il y a des fins de vie qui ne sont pas forcément complexes et qui ne nécessitent pas une unité de soins palliatifs comme à Gardanne. Et donc ça peut être une alternative pour des personnes qui ne peuvent pas rester à domicile, parce que le domicile ne convient pas, ou parce que les familles... c'est difficile d'accompagner donc un proche. Donc c'est plus pour pallier l'hospitalisation à domicile. Oui. Et est-ce que aussi l'hôpital est le meilleur lieu pour décéder ? Je ne pense pas. Les situations complexes, oui, dans les unités de soins palliatifs, et là, il faudrait les développer. Et là, on n'est pas dans la crainte quand même. Je rappelle que mon unité de soins palliatifs, donc moi, elle a fermé. Faute de médecins. Faute de médecins. Alors, on se demande comment aussi on va développer des maisons d'accompagnement, avec quel personnel, et qu'est-ce qu'on va... Sachant qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Exactement. Didier Martin. Oui, mais alors, ça peut être une réalité, ces maisons ? Nous n'avons pas autant besoin de médecins dans les maisons d'accompagnement que dans les unités de soins palliatifs. C'est évident. Il y a un modèle qui a été esquissé dans le rapport du professeur Chauvin. Ce sont de petites unités de vie, 12 à 15 lits seulement, avec un budget annuel qui est estimé autour du 1 million d'euros. Il y aura environ 15 à 16 équivalents temps plein, donc vous voyez, c'est pratiquement un équivalent temps plein par résident dans cet établissement. Des soins médicaux peuvent être délivrés ponctuellement, mais nous sommes avec des malades stabilisés qui n'ont plus leur place en unité spécialisée de soins palliatifs et qui ne peuvent pas rester à leur domicile parce que leur logement ne s'y prête pas, parce qu'ils sont seuls. Et la solitude, c'est absolument terrible, ou au contraire, parce qu'ils ont des enfants en bas âge et il faut pouvoir se reposer tranquillement pour ces derniers jours de vie. Je voudrais qu'on écoute un échange qui a eu lieu entre vous, professeur Grange, et un de vos patients. Simplement, docteur. C'est un extrait d'un documentaire vivant, qui s'appelle Vivant, de nos confrères et consoeurs de Public Sénat, que vous pouvez d'ailleurs voir en replay sur le site publicsénat.fr. Et on comprend mieux, finalement, à travers cet échange, le rôle de l'hôpital. Regardez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent, qui vous font peur ? J'ai pas peur de la mort. D'accord. Je veux juste pas souffrir. Alors, monsieur, vous êtes au bon endroit. Merci. Vous êtes au bon endroit, parce que si vous voulez, c'est les conditions du mourir qui posent problème. Et vous me dites, j'ai pas peur de la mort, mais vous n'avez pas envie, au moment où ça va se passer, que ça soit dans des conditions épouvantables. C'est bien ça. Non, non. Voilà. Eh bien, ici, on vous abandonnera pas. D'accord ?
Claude Grange, quand vous voyez ces images, vous vous dites qu'il y a besoin de l'aide à mourir ou pas finalement? Alors, non, moi je pense que vraiment, on est en démocratie. Hein. Nous, en soins palliatifs, moi j'ai accompagné peut-être 4000 personnes, donc il n'y en a que 3 qui finalement, malgré les soins, ont souhaité quand même aller en Suisse. Bon, ok. Alors, 3 sur 4000. Olivier Falani, s'il y en avait que 2 ou 3, il faudrait. Bon, alors, ça peut être en effet une alternative. Mais pourquoi on ne développe pas les soins palliatifs? Alors, c'est l'objet du titre 1 de ce projet de loi. Et qu'éventuellement, pour les personnes qui veulent mourir, que les députés, les représentants du peuple, trouvent une solution, mais juridique, pour ne pas pénaliser peut-être la personne qui aiderait. Mais ça n'a rien d'une histoire médicale, ça. Je veux dire que ça va fourvoyer. Pour vous, s'il y avait des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, ça ne nécessiterait pas forcément l'aide à mourir? Non, laisser la possibilité aux personnes qui veulent, parce qu'on est en démocratie. Il y a des personnes qui disent, moi, comme j'étais en débat avec Consponville, qui dit, je veux décider du moment de ma mort. Soit, ok, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'un médecin pour ça? Il peut avaler la kill-pile. Et vous représentez un certain nombre de médecins qui refusent effectivement, en tout cas, cette aide à mourir. Donc, il peut y avoir peut-être des médecins qui soient dans une association pour... Parce qu'il y a quand même une confusion quand même sémantique. Je veux dire que là, ça pose un problème parce qu'on ne parle pas d'euthanasie, on ne parle pas de suicide assisté, mais c'est quand même la dispensation donc, d'un produit létal. Donc, soit par la personne elle-même, soit par un tiers ou un médecin. Alors, qu'il y ait une liste de personnes qui soient d'accord pour administrer ce produit létal, mais ça n'a rien à faire dans le monde du soin et dans les éléments de santé. L'administration par un tiers ne sera possible que seulement dans la condition où le patient ne sera pas en capacité physique de s'auto-administrer le produit. Alors il y en aura très 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 peu, parce que même avec le clignement d'un cil, on peut déclencher une perfusion. Donc ça tient pas, parce que la plupart, comme les personnes, ils sont volontaires et vous avez décidé que jusqu'au bout, ils doivent décider. Absolument. Eh bien, les gens qui sont paralysés, donc avec un clignement d'un cil, ils peuvent déclencher une perfusion. Notamment avec les maladies de Charcot. Malgré tout. Oui. Thibaut Bazin, un mot? Mais ça n'a pas besoin d'être médicalisé. La question principale, elle est quand même de pouvoir accompagner et de soulager la souffrance. Et que quand on met en place les soins palliatifs, on voit bien avec les innovations, parce que c'est vrai qu'on a énormément évolué depuis 20 ans. Voilà. Quand vous dites le titre 1 permet d'y répondre, on a changé la sémantique en créant de la confusion. D'ailleurs, on le voit bien avec votre reportage. Vous avez montré quelque chose en pensant que c'était une maison d'accompagnement, mais en fait, c'est une unité de soins palliatifs. C'est vraiment l'idéal qu'on voudrait accessible et partout, en nombre. Mais aujourd'hui, les USP, c'est à peu près ce qui est prévu dans la stratégie, c'est 1%. Ouais. Les maisons d'accompagnement, ça va peut-être répondre à 2-3% si on additionne. L'hospitalisation à domicile, c'est à peu près 20%. Il restera les 3/4 des besoins qui ne sont pas couverts dans ce qui est annoncé. Donc ce sera l'hôpital. Mais la question qui va être posée aux personnes en disant, si je n'ai pas accès aux soins palliatifs alors que j'en ai besoin, comme mon état de santé le requiert, quelle va être l'alternative proposée? Et je rejoins le beau mot qui a été utilisé. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment d'être abandonnés, parce qu'auquel cas, s'il y a cette possibilité d'accès aux produits létals très facilité, la société aurait une responsabilité énorme. Mais il y a une stratégie décennale, il y a 2,7 milliards d'euros sur 10 ans qui ont été consacrés, des crédits qui ont été doublés dans l'hémicycle, si j'ai bien entendu. Non, parce que d'ailleurs, vous avez suivi l'hémicycle, ces éléments ne sont pas contraignants. Et d'ailleurs, il y a déjà eu 3 plans. Ils n'ont pas été mis en œuvre, parce qu'en fait, le soin palliatif, dans la logique française, ça reste une option. Et le soin curatif, on s'y oblige. Il faudrait qu'on s'oblige dans les arbitrages budgétaires, dans le pilotage des moyens, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'USP, comme vous aviez une unité de soins palliatifs, qui ferme. Et on a des lits gelés en ce moment. L'article 1er de la loi de 99, tous les malades dont l'État le requiert ont le droit d'accéder aux soins palliatifs. C'est une loi, et donc, moi j'ai écouté les débats. Il y a eu ce débat sur le droit opposable, puisque vous l'avez défendu. Il faut l'effectivité de la loi. L'effectivité de la loi pour l'aide à mourir. Et pourquoi on n'a pas eu l'effectivité pour les soins palliatifs? C'est en partie l'objet de ce texte. Je voudrais... Le texte en l'état sorti de la Commission, il ne prévoit pas l'exception d'euthanasie,
tel qu'il y a eu un amendement qui a été adopté, et il fait sauter cette possibilité. On a la personne, si on ne modifie pas le texte la semaine prochaine en séance, ça, il aura ce sera l'objet de l'article 5, et ce sera effectivement dans les débats de la semaine prochaine. On va retrouver Laure Ubidos, qui est avec nous depuis Besançon. Bonsoir madame. Vous aviez créé une maison de vie qui est aujourd'hui fermée, qui a été citée en exemple par la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Vous êtes aujourd'hui présidente du collectif des maisons de vie. Dites-nous quel était l'objectif recherché et qu'est-ce qu'on y faisait dans cette maison de vie ? Eh bien, on y faisait ce qu'on fera, j'espère, dans les maisons d'accompagnement, puisque la maison de vie que j'ai créée à Besançon, qui a été une expérimentation nationale, était vraiment les prémices de ce que seront les maisons d'accompagnement. Donc, il y avait des soins palliatifs et il y avait un accompagnement psychologique et autres ? Tout à fait. Toutes les personnes qu'on accueillait étaient des personnes en situation de soins palliatifs, à des stades plus ou moins avancés. Et la mission première de ce lieu et de ce que seront les maisons d'accompagnement est avant tout axée sur cet accompagnement humain dans la vie, dans la société, permettre à ces gens de vivre ce qu'ils ont à vivre encore jusqu'au bout, dans une alternative entre l'hôpital et le domicile. Parce que comme ça a été évoqué, le domicile n'est pas toujours possible pour plein de raisons, parce que les proches s'épuisent, parce que parfois il n'y a pas de proches, et que l'hôpital et les unités de soins palliatifs, puisque ces maisons s'inscrivent en totale complémentarité avec les unités de soins palliatifs, c'est capital, hein, mais que les unités de soins palliatifs ont une mission aussi spécifique pour des situations plus complexes, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, et qu'en plus, de par la tarification hospitalière, au bout d'un moment, les personnes sont obligées de sortir de l'hôpital. Donc aujourd'hui, enfin moi, ça fait 20 ans que je me bats pour que ces structures puissent se développer. Il n'y avait pas jusqu'à ce jour d'alternative entre l'hôpital et le domicile. Et alors, c'est un endroit où les familles peuvent venir, où on peut partager des moments tous ensemble ? Oui, c'est vraiment organisé comme une vraie maison. Alors c'est vrai que la maison de Gardanne, qui est importante pour nous tous, hein, moi je connais bien aussi Jean-Marc Lapiana, de nombreuses fois l'occasion d'échanger ensemble, mais les maisons d'accompagnement ou maisons de vie, comme je l'ai créé à Besançon, les familles évidemment font partie intégrante du lieu et peuvent venir, quand elles le souhaitent, participer à la vie de la maison et à la vie de leurs proches qui sont accompagnés au sein de la structure. On y meurt du coup dans ces maisons de vie ? Aussi, oui. C'est l'objectif aussi que les personnes puissent être accompagnées jusqu'au bout, en fait. Et le fait de pouvoir accompagner des personnes gravement malades dans des lieux comme ça et de leur apporter un accompagnement humain adapté jusqu'au bout fait que les personnes peuvent partir dans une sérénité assez étonnante. En tous les cas, pour parler de ce que j'ai vu, j'ai créé l'établissement, j'en ai eu l'idée, je l'ai dirigé pendant 5 ans. J'avoue qu'on a des accompagnements assez exceptionnels humainement parlant. Une dernière question, mais il y a un débat sur l'aide à mourir. Est-ce que pour vous, on doit pouvoir pratiquer l'aide à mourir dans ces maisons de vie ou ces maisons d'accompagnement ? Alors, comme ça a été dit à l'instant par le médecin de soins palliatifs, dont je ne me rappelle plus le nom, mais voilà, Claude Grange. Il y a une démocratie, on va voir ce que tout ça va donner. Moi, je ne me suis pas battue pour le développement des maisons de vie pour que ça se pratique de cette manière-là. Et d'ailleurs, je ne peux parler que de ce que je connais, et ça rejoint ce qui a été dit précédemment. Les 5 ans où j'ai vie, on a accompagné des personnes gravement malades, dont de la maladie de Charcot, qui est tout le monde en exemple. Nous n'avons pas eu une seule fois une demande de ce type-là. Parce que je pense que l'accompagnement humain change beaucoup de choses. La prise en compte de la douleur, évidemment, mais c'est pas de soi. Merci Laure Ubidos d'avoir été avec nous ce soir. Didier Martin, je voudrais vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre et puis même aux prises de parole. Finalement, on n'a pas envie d'avoir cette aide à mourir dans ces maisons d'accompagnement. Oui, et pourtant, ce sera le cas. Je le comprends. La loi qui va être débattue la semaine prochaine sur l'aide à mourir va offrir cette possibilité. La possibilité qu'un malade le demande. Moi, je viens de Dijon. On a une unité de soins palliatifs, on a une équipe mobile
mobile de soins palliatifs. On a regardé avec envie la maison de vie de Besançon, en proche voisin. On voit bien qu'entre le domicile et les unités de soins palliatifs, il nous faut un intermédiaire. Ce qui a été fait, cette expérience-là est très positive. Ça sert d'exemple à ce qui va être demain ces maisons d'accompagnement. On va lancer une préfiguration à travers 8 à 10 maisons d'accompagnement sur le territoire. On va affiner le cahier des charges. Je rappelle que c'est la sécurité sociale qui paiera la totalité du financement en personnel. Ces 15 équivalents temps plein dans une maison d'accompagnement seront pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ce sont les agences régionales de santé qui en décideront lorsque les établissements en feront la proposition répondant à l'appel du gouvernement. Je vous vois réagir, Claude Grange, mais où on pratique l'aide à mourir si on ne la pratique pas dans ces maisons d'accompagnement? On ne pourra pas se mettre d'accord entre ceux qui pensent que donner la mort, administrer le produit létal, ça ne peut pas être un soin, et ceux qui pensent que c'est l'ultime soin. On est en démocratie, il faut un compromis, donc il faut faire un pas de côté. Donc, alors, moi, je suis d'accord pour développer les soins palliatifs dans les établissements de santé et laisser la possibilité aux personnes qui veulent décider, elles, d'avoir cette possibilité en distribuant peut-être le produit létal, mais ça n'a rien à voir avec une prise en charge médicale. Et vous souhaitez que ce soit la personne elle-même qui puisse se l'administrer? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Thibault Bazin, qu'est-ce que vous êtes contre ces maisons d'accompagnement, mais non. Alors, je ne suis pas contre les maisons d'accompagnement telles qu'elles étaient souhaitées par la filière palliative de cet intermédiaire. Je suis contre qu'on y introduise ce qui est finalement l'esprit complètement contraire. Et d'ailleurs, elle l'a très bien dit, c'est qu'à partir du moment où on accompagne de manière globale la personne, on n'est pas du tout dans la même approche, la même intention, le même rapport à la personne, dans la question de confiance qui est de cet accompagnement, de pouvoir soulager jusqu'à... Mais justement, on voit bien que quand il y a cet accompagnement, il y a finalement très peu de demandes. Mais est-ce que ça n'empêche qu'on puisse ouvrir ce droit, si on peut appeler ça un droit? La question, sauf que là, vous responsabilisez la société et vous faites aussi l'intervention de tiers, tel que c'est imaginé dans le projet de loi, et ces tiers qui ont plutôt une culture de pouvoir accompagner, soulager les souffrances jusqu'à la mort, de la meilleure des manières, avec un savoir-faire, une expertise, une approche globale. Demain, le rapport ne sera plus du tout le même dans les questions qui seront posées dès le départ, dans ce colloque singulier où vous êtes vous-même questionné. Et si à cette alternative, j'allais dire, ça change tout de l'offre palliative. Didier Martin, je voudrais témoigner. À Dijon, je reviens parce que je connais bien la situation. Il y a l'offre de soins palliatifs. Eh bien, depuis le début de l'année, 2 personnes se sont rendues, l'une en Suisse, l'autre en Belgique, alors que l'offre de soins palliatifs était là, présente. Ils choisissaient l'aide à mourir. Ils sont allés à l'étranger, puisque la loi l'interdit, ce qui prouve bien que dans certains cas rares, certainement très rares, malgré l'offre de soins palliatifs, malgré peut-être les maisons d'accompagnement qu'on vient d'évoquer, il y a encore des individus, des citoyens qui feront ce choix, qui ont fait ce choix, et c'est une réalité qu'il nous faut bien. C'est pas un peu hypocrite, Thibault Bazin, de fermer les yeux sur ces cas finalement qui sont incurables, où les personnes souffrent psychologiquement et où on accepte qu'elles partent à l'étranger. Mais il ne faut pas être hypocrite non plus. Le texte de loi tel qu'il est proposé ne permettra pas à certaines personnes qui aujourd'hui vont à l'étranger d'être éligibles, parce qu'il y a quand même un certain nombre de critères, et on voit bien, si vraiment on revient à la version initiale du texte, pas la version sortie de la commission, on a un certain nombre de personnes qui n'entreront pas forcément dans cette logique. Mais on est aussi sur une question, à un moment, du rapport de la société et ce lien singulier entre le système de santé et les personnes qui sont là et le choix individuel qui peut se poser. Et tel que c'est construit aujourd'hui, on est dans une espèce d'en même temps qui risque d'amenuire tout ce qui est fait sur les soins palliatifs, parce que on les lit en fait sans s'en rendre compte, mais tout en le faisant. C'est ça qui est un peu tout le problème du débat depuis le début, de la confusion entre le titre 1 et le titre 2. Ça a été affirmé par la Convention citoyenne, ça a été affirmé par le Comité consultatif national d'éthique. La loi actuelle, avec les soins palliatifs, avec la sédation, ne répond pas à toutes les situations.
Une question, mais très rapidement, sur le lucratif. Vous aviez, ça a été supprimé en commission, donc ce serait des maisons d'accompagnement publiques ou à but non lucratif. Vous avez souhaité que ce soit lucratif. Ça n'a pas été adopté. Pour quelle raison? Vous n'avez pas peur d'une orpéanisation, pour rappeler le scandale d'Orpea dans les EHPAD? Alors d'abord, Orpea n'existe pas, heureusement. C'est maintenant Emeis, qui est dirigé par, je dirais... ils ont changé de nom. Non, ils ont changé toute l'équipe dirigeante. Le comité scientifique, le comité d'administration, le directeur général. Donc il y a une complète évolution, et tant mieux, nous y avons travaillé. Moi, pourquoi je défendais la possibilité que, parce que nous sommes dans un pays français, où il existe une offre publique et une offre privée lucrative, on est heureux d'avoir cette offre-là. Il y a beaucoup d'EHPAD, il y a 30% des EHPAD qui sont gérées par des structures privées lucratives. Si elles veulent demain ouvrir des maisons d'accompagnement et investir dans l'immobilier, c'est l'État qui prendra le fonctionnement. Et je crois que ce serait dommage de faire peser l'effort financier uniquement sur le public. Merci à tous les trois d'avoir été là. Les débats reprennent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et la reprise va se faire sur l'article 4 qui porte sur les directives anticipées et l'espace numérique de santé. Très bon débat à tous.